Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Delrieux sur le Tilt. Pendant plus de 15 ans, il a travaillé chez Decathlon et notamment occupé le poste de directeur des opérations logistiques. Ce qui m'a interpellée en rencontrant Jean-Baptiste, c'est la manière innovante et humaine dont il a abordé son rôle de direction au sein de cette organisation et de son usine. Avec Jean-Baptiste, nous avons discuté des enjeux de leadership, des nouveaux modèles de gouvernance comme l'holacratie et l'autogestion, et surtout de la façon dont il a su mettre en place une dynamique de travail centrée sur la confiance et l'autonomie de ses équipes. Et ce qui est fascinant, à mon sens, c'est sa capacité à combiner stratégie organisationnelle et réflexion personnelle, en interrogeant constamment la notion de pouvoir et l'impact des décisions qu'il prend sur celles et ceux avec qui il travaille. Dans cet épisode, il nous partage donc son parcours, les expérimentations qu'il a menées et comment il a transformé son expérience en un modèle plus équitable et plus proche du terrain. Jean-Baptiste, c'est vraiment un dirigeant avec les 2 pieds ancrés dans le sol et dans la réalité. Il nous parle également des apprentissages personnels qui ont accompagné sa carrière jusqu'ici et de l'importance de questionner l'autorité et le sens au travail. Je vous laisse découvrir cette conversation géniale que j'ai eu la chance d'avoir avec Jean-Baptiste Delrieux et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jean-Baptiste. Salut Léa, Bienvenue sur le Tilt. merci. Je suis ravie de te recevoir à mon micro. Ensemble, on va parler de ton expérience de directeur des opérations dans une usine de chez Decathlon, qui est une ancienne expérience professionnelle que tu as vécue ces 15 dernières années. Et ce qui m'a interpellée quand je t'ai rencontré, c'est la manière dont tu as appréhendé ce rôle dans l'organisation. Il est singulier, il est innovant et c'est ça qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire, Jean-Baptiste, qui tu es sans parler de ton travail, s'il te plaît? J'ai envie de répondre que je ne sais pas qui je suis. Heu, enfin, je connais des choses sur moi. Par contre, je me rends compte au fur et à mesure du temps que j'en découvre d'autres. Je crois qu'en fait, ce qu'il y a d'important maintenant pour moi, c'est, d'accepter que je peux être, à la fois certaines choses et leur contraire, que j'ai comme tout être humain de la complexité en moi. Hem Voilà, maintenant ce que je peux dire, c'est que, depuis, j'ai plutôt une tendance à, intellectualiser beaucoup, analyser beaucoup les choses, voilà, c'est ce qui a un peu guidé mon parcours professionnel et en même temps, j'ai découvert aussi au fur et à mesure de mon parcours professionnel, un côté plus attiré par la relation à l'autre, au fur et à mesure du temps. Un côté attiré par le fait de sentir des émotions, des sensations, voilà, être plus connecté à mon corps aussi. Donc, j'essaye là en ce moment de trouver le bon combiné des 2 entre ma tête, mon corps, mes ressentis, tout ça. OK, génial. J'aime bien cette idée de paradoxe. Tu vois, des fois, on a l'impression que quand on travaille sur soi, il y a une finalité, alors qu'en fait, c'est plutôt composé avec, la pluralité de ce qu'on peut être et ressentir et tous les paradoxes qu'on rencontre, au quotidien, quoi. Tous. Ça me fait penser que oui, je crois pas qu'il y ait en fait, finalement, un aboutissement, enfin, j'ai été à la recherche de ça, d'un espèce d'aboutissement. Maintenant, je suis plus dans, le fait de
enfin, je recherche quand même des choses, bien sûr, mais je me dis que l'objectif, c'est plus de m'accepter tel que je suis, tout en essayant d'améliorer certaines choses quand je pense qu'il est nécessaire d'améliorer certaines choses et en même temps, d'accepter qu'il y ait des choses que je puisse pas améliorer à l'instant, enfin voilà. Mmh, Génial. En chemin, quoi, comme c'est tout le ça, monde finalement. comme tout être Trop humain, c'est bien. ça. J'adore cette introduction. Hem, Est-ce que tu peux nous dire où tu en es, professionnellement en ce moment? Et qu'est-ce que tu traverses du coup, en termes de questionnement, aujourd'hui? Alors en ce moment, je suis, au chômage, à la recherche, d'un nouvel emploi. Heu, Aussi du coup, dans ce qu'on pourrait dire une période de transition. Hem Je suis parti de mon ancien, travail, avec des envies, mais pas d'idées précises de ce que je voulais faire et je pense enfin, je crois que c'était, j'avais envie d'un break, en fait. J'avais envie de prendre un vrai temps de recul et c'est aussi de ça que je profite de ça actuellement. C'est, de vraiment, prendre du recul par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Hem Et du coup, c'est intéressant, je vois les choses sous un autre angle, que je rencontre des personnes que j'aurais pas rencontrées si j'étais resté à mon poste. Voilà, je m'ouvre l'esprit d'une manière différente. Du coup, comme tu es en transition et que tu arrives à peut-être à avoir un œil neuf Oui. sur, finalement le monde du travail aussi parce que tu t'es extirpé de ce que tu as fait ces 15 dernières années. C'est quoi tes questionnements? C'est quoi tes envies pour la prochaine étape? Mes envies, ce serait de continuer à contribuer. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est, dans l'idéal, de contribuer dans une organisation, dont, la production, enfin ce qu'elle produit ou le service qu'elle rend, a un impact, qui cherche à être positif, sur les personnes ou sur la planète. Je crois pas que le fait que n'importe quelle organisation, même la plus, vertueuse sur le papier qui soit, puisse n'avoir qu'un impact positif. Je pense que quand on vit, on a des impacts positifs et des impacts négatifs, mais en tout cas qu'ils recherchent. C'est pour ça que je dis qu'ils recherchent ça, et ce que j'aimerais, c'est contribuer, moi, amener ce que j'ai appris, précédemment, qui est, l'envie de, heu, une approche, de l'organisation qui soit systémique et qu'en travaillant en fait, l'organisation, le système et tout ce qui la compose, on peut améliorer des problèmes qui peuvent être récurrents et que je m'aperçois depuis un moment et en étant sorti de l'entreprise où j'étais avant, j'ai l'impression qu'ils sont récurrents un peu partout, dans toutes Mmh. les organisations, dans la plupart des organisations qui composent, la société aujourd'hui. C'est hyper intéressant. Alors du coup, est-ce qu'on peut revenir justement sur l'expérience que tu as eue, en tant que directeur des opérations chez Decathlon? Mmh. Déjà, comment est-ce que tu t'es retrouvé, à ce poste-là? Mmh. Alors plus précisément, c'était directeur de site logistique. Mmh. C'est ça que j'ai fait pendant principalement, dans mon expérience chez Decathlon. Ça a duré une douzaine d'années. Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé là? C'est ça. Mmh. Hem, En fait, à la base, j'étais intéressé par l'aspect logistique parce que je savais que j'allais être intéressé par le fait d'observer concrètement une organisation fonctionner. C'est très concret la logistique, hein, c'est, des marchandises qui rentrent, qui sont mises en stock, qui sont préparées, qui sortent de l'entrepôt, voilà et donc toute cette organisation matérielle de la logistique, cette organisation des flux et bien sûr l'organisation des personnes en lien avec ça, j'avais envie, d'améliorer. En fait, c'était ça vraiment, mon ma motivation de base, hem et quoi de mieux que d'être en position de responsabilité, dans une position de direction ou de manager pour améliorer, en fait? C'est j'avais, je percevais qu'en ayant, du pouvoir, j'allais pouvoir, utiliser ce pouvoir pour améliorer, en fait. Mmh. Voilà, et effectivement, ça m'a plu dès le début. J'ai commencé comme responsable d'équipe, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, dans le fait d'améliorer les choses. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir dans le management, l'accompagnement des personnes, le fait d'essayer de trouver les leviers pour motiver une équipe, engager les personnes derrière un projet, derrière une vision et cetera. Vu que ça a marché, ensuite, on m'a proposé le poste de directeur d'entrepôt et là, j'y suis resté 10 ans. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que tu as constaté du coup dans la manière enfin dans le fonctionnement du système
qui toi t'a interrogé et t'a amené justement à vouloir le bouger vers un modèle qui est finalement, pas commun? Mmh. Il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs paramètres. En fait, dans le fait d'améliorer, améliorer, c'est un peu sans fin, alors du coup, c'est ça qui m'intéresse. Hem, C'est-à-dire que j'ai pris l'entrepôt, logistique dans une situation de difficulté sociale, puisqu'il y avait eu une grève 1 an avant que j'arrive et 2 semaines après mon arrivée, il y a eu, une équipe de l'entrepôt qui s'est arrêtée, qui a débrayé. Les magasins étaient insatisfaits de la qualité, du travail qui était fourni par l'entrepôt, de la qualité de livraison. Voilà, donc il y avait vraiment quelque chose à reconstruire et je me suis d'abord intéressé à reconstruire une organisation qui fonctionne bien, et j'ai utilisé des leviers, je dirais, qui sont classiques chez Decathlon, c'est-à-dire remotiver les équipes autour d'un projet. C'était d'un côté assez simple puisqu'il y avait un projet de déménagement, de relocalisation du site sur un nouveau bâtiment. Donc c'était il y avait des perspectives en fait positives pour les équipes. Je me suis appuyé sur ces perspectives pour engager les équipes avec cette relocalisation et pour les impliquer dans la démarche de travail sur la relocalisation. Mmh. C'est-à-dire qu'elles avaient les magasiniers de l'entrepôt, toute l'équipe encadrement avait des missions aussi liées à ce déménagement. Et puis il y avait cette perspective d'arriver sur un nouveau bâtiment neuf avec du nouveau matériel, tout ça qui était motivant. Donc j'ai surfé là-dessus pendant 3 ans. Je crois que ce que j'ai réussi, c'est créer une certaine confiance avec les équipes, effectivement, bien les impliquer sur le projet de relocalisation, donc ça les a, beaucoup motivés. Voilà et puis, on a relocalisé et ensuite, moi, j'ai eu une période, de fatigue, liée, à l'énergie que j'avais dépensée, pour cette relocalisation, il y a eu, une baisse, en fait, de l'engagement des équipes. J'ai pu observer que c'est le cas souvent, en fait, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé chez Decathlon. C'est-à-dire quand il y a des projets forts qui engagent les équipes, il y a en fait un pic de motivation Mmh. et puis quand on a accompli, ce qu'on avait à accomplir, il y a une baisse de motivation, en fait. On revient dans le quotidien du travail, voilà j'ai décidé à ce moment-là de rester directeur d'entrepôt parce que j'ai eu l'opportunité de changer de site et j'avais envie de m'inscrire dans la durée. J'avais envie de parce que le poste me plaisait, parce que j'avais pas envie de rebouger de Paris, j'avais fait plein de déménagements avant et donc en fait, il a fallu que je trouve, comment, motiver, engager les équipes sur du long terme, en fait. Mmh. J'étais face à cette interrogation-là et quand j'ai un problème, moi, j'aime bien aller dans le fond des choses et trouver vraiment, les leviers pour le résoudre et donc je me suis intéressé, en fait, vraiment à cette thématique de qu'est-ce qui engage les personnes dans le travail? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont motivées par le travail? Et j'ai essayé de comprendre pourquoi moi j'étais motivé par le travail, en fait. Mmh. Et à un moment, je me suis dit: «OK, j'ai la chance, moi, d'avoir un métier avec des responsabilités et cetera, parce que j'ai la chance d'avoir pu faire des études, d'avoir été conditionné, en fait, à être à ce poste-là». Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là et pour autant, est-ce que c'est pour ça qu'ils doivent avoir un métier moins enrichissant, moins épanouissant, tout ça, quoi? Hem et donc voilà, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai Mmh. creusé tout ça. Et qu'est-ce que tu as trouvé du coup, déjà peut-être dans un premier temps dans la littérature ou dans les personnes que tu as pu rencontrer pour cheminer sur ce sujet, mais plutôt d'un prisme, organisation? Mmh. En fait, j'ai déjà beaucoup essayé seul, et puis je me posais déjà un certain nombre de questions sur les pratiques, je dirais régulières qu'il y a, chez Decathlon. Tout le schéma de management de l'entreprise, tout ça, j'en voyais ses vertus et j'en voyais aussi ses limites et je commençais à voir ses limites et à ce moment-là, il y a eu la dynamique de l'entreprise libérée Mmh. j'ai assisté à une conférence d'une personne qui s'appelle Jean-François Zobrist, qui a été invité chez Decathlon pour parler de son expérience et il a dit quelques éléments qui m'ont parlé. Bon, des choses assez basiques telles que, la confiance rapporte plus que le contrôle, telles que, très souvent les réunions ne servent à rien et là je me suis interrogé, je me suis dit: «Je pense que les réunions que je fais dans l'entrepôt ne servent pas à grand chose». Mmh. Voilà, donner de l'autonomie aux collaborateurs, ça me parlait parce que c'était quelque chose qui m'avait accompagné depuis mes débuts dans l'entreprise,
J'étais intéressé par tout ce qui est lean management, esprit Kaizen, les unités autonomes de production, tout ça. Donc ça, j'avais essayé de le dupliquer. Donc il reparlait de ça et ça m'a parlé. Mmh. Le fait d'avoir de petites entreprises à l'intérieur de l'entreprise qui sont au service de leurs clients. Voilà, il y a plusieurs points qui m'ont parlé. Donc je suis sorti de là avec cet intérêt pour l'entreprise libérée. Ensuite, j'ai assisté à une conférence d'Isaac Getz. J'ai assisté à une conférence de Frédéric Laloux. Mmh. Voilà. Et je me souviens qu'à la conférence de Frédéric Laloux, il y a deux autres. Il y avait ce côté autogestion, donc unité autonome, tout ça. Et puis il y avait le côté raison d'être évolutive qui m'a parlé. Je pourrais creuser ce point-là aussi si tu veux. Ouais. Et puis le côté comment est-ce que je peux être. Moi, je fais attention. Le côté, il appelait ça la plénitude. Bon, je suis toujours vigilant sur ces mots-là parce que la plénitude, ça peut être, je sais pas comment dire. Moi, je dirais comment trouver un maximum d'authenticité Mmh. dans l'organisation. Je pense qu'on ne peut jamais être authentique à 100% dans une entreprise et je ne sais pas s'il faut être de toute façon 100% authentique, mais en tout cas, c'est intéressant d'aller chercher de l'authenticité. Ouais. Voilà. Et donc, je suis ressorti avec ces trois principes-là. Génial. Donc, la raison d'être de l'entreprise, comme enfin, en ligne, de crête finalement de ton travail, l'autogestion et la plénitude. C'est ça. Est-ce que tu peux peut-être nous creuser, ces questions-là pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont pas forcément, à l'aise avec, Oui. ce que ça veut dire, Oui. ce que ça signifie? Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que je n'ai pas lu le bouquin de Frédéric Laloux. Il faut le lire Voilà, en BD. c'est ça. Mais je peux partager Ouais. pourquoi ça a eu du sens pour moi. Mmh. Et je suis de toute façon pour le fait que les gens s'approprient. Je crois que ce qui m'a servi, c'est de m'approprier le sens des choses. J'ai lu d'autres choses, hein. J'ai pas lu Frédéric Laloux, mais j'ai lu d'autres livres. Heu, mais ça avait du sens pour moi par rapport à ce que je vivais dans l'entreprise. Je l'ai raccroché par rapport à des situations réelles vécues. Et la raison d'être, pour moi, je l'ai relié à la question du sens du travail. Et je l'ai relié à la question du sens du travail chez Decathlon et je le relie à la question du sens du travail, qui est un sujet qui est abordé souvent, la perte de sens au travail. Et ce que je l'ai relié aux choses qui n'avaient pas de sens pour moi, parfois, dans ce que je vivais dans l'entreprise. Mmh. Heu, Principalement, je dirais que c'est lié à la manière de piloter l'entreprise, hem, dans une forme de rationalisation, de transcription du réel du travail dans des chiffres. Mmh. Heu, Parce que il y a besoin, pour les directions de contrôler le travail et que c'est par le chiffre, par le fait de mettre des objectifs chiffrés et de contrôler si le travail est bien fait par des chiffres, qui pour moi est un des premiers vecteurs de perte de sens au travail. Parce que je crois que quand on est, par exemple, magasinier dans un entrepôt et qu'on livre des magasins, mais y compris quand on est comme j'étais directeur d'entrepôt qui livre des magasins, le sens n'est pas de faire 115 de productivité, 90 de pourcentage de délai de livraison, et je sais pas, 20 000 € de démarque, dans l'année. C'est quoi le sens du coup, sur cet exemple précis? Le sens, c'est de bien livrer les magasins. Mmh. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où on réduit le sens par des chiffres, parce que bien sûr que ces chiffres ont du sens quand même par rapport au sens. C'est-à-dire que oui, bah, le magasin attend une livraison, à bas coût, donc la productivité a du sens pour un coût, qui soit bas, avec une livraison dans les temps et de qualité. Mais à partir du moment où on réduit le sens avec des chiffres, on passe à côté de tout un tas de choses. On peut prendre 90 indicateurs, on n'aura toujours pas la vision réelle du travail. On n'aura qu'une partialité de la vision du travail. Et en se focalisant sur les chiffres, en plus, on a tendance à perdre de vue le réel du travail. Je crois qu'en fait, bien livrer les magasins, c'est d'abord améliorer le travail réel, en fait, ce qui se fait dans l'entrepôt, les opérations quotidiennes. Et dans les opérations quotidiennes, bien sûr, il y a les flux d'informations, il y a les flux physiques et il y a la dynamique relationnelle entre les personnes qui influe énormément sur la qualité Ouais. du travail. Tu sais à Voilà. quoi ça me fait penser ton exemple? Ça me fait penser du coup, Lalou, dans son bouquin, il creuse, un exemple d'organisation aux Pays-Bas qui s'appelle Buurtzorg. Mm. Tu connais? J'en ai entendu parler. Mm. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, à la base, Buurtzorg, c'est une entreprise, c'est des communautés d'infirmiers et d'infirmières qui donc le sens de leur travail, c'est de soigner les gens, et donc à terme,
finalement, s'ils peuvent ne plus être en lien avec leurs patients, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'ils ont fait le job jusqu'au bout, quoi. Et en fait, il dit: «Bah, à la base, nous, notre seul KPI qu'on regardait, c'était, de réduire au maximum le temps que nos infirmiers et nos infirmières passaient avec nos patients». Sauf qu'en fait, les gens qui pratiquent le travail se sont rendus compte que, en fait, la qualité du temps passé avec les personnes était parfois plus impactante que les soins qu'ils leur prodiguaient. Et donc, avec quel prisme on regarde finalement, la productivité du temps passé à la tâche? Mmh, Et ce que tu décris, en fait, c'est la même chose. mmh. C'est finalement changer de prisme et comment est-ce qu'on peut, heu, décortiquer la, entre guillemets, «productivité» d'un métier ou d'une organisation? Mmh. Mmh. C'est-à-dire, l'indicateur de productivité n'est qu'une conséquence, d'un ensemble de gestes, et d'un système à l'échelle d'un entrepôt de 150 personnes extrêmement complexe, en fait. Croire que de mon poste de directeur, je peux contrôler ce qui se passe dans l'entrepôt, c'est un fantasme, enfin, c'est pas réalisable, en fait. Il se passe plein de choses. Donc, voilà, et le cas Burzog est très intéressant et je crois que d'ailleurs quand je me suis intéressé à Frédéric Laloux, j'avais dû entendre, je crois que j'ai entendu parler de cette Ouais. organisation. Sachant qu'en plus, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que le sens, j'ai dit au début: «J'ai envie de contribuer». Je pense que tous les êtres humains ont envie de contribuer et contribuer, c'est rendre service. Donc en fait, on va dire, bah, là, quand même, c'est un métier de sens chez Burzog parce que c'est la santé et cetera. Et effectivement, je sais pas s'il y a des métiers qui ont plus de sens que d'autres ou pas. Certainement qu'il y en a qui ont plus de sens pour des personnes et d'autres moins. Mais tous les métiers ont un sens. Un métier de logisticien dans un entrepôt, c'est rendre un service au magasin. Mmh. Donc si le sens, c'est de rendre un service au magasin, je contribue à quelque chose, pour que quelqu'un d'autre puisse bien faire son travail. Et d'ailleurs, c'est pareil au sein même d'un entrepôt où il y a plein de relations clients-fournisseurs internes. Mmh. Donc, quand je prépare les commandes, je suis au service de mon client qui est le quai de livraison, qui va lui prendre mes commandes, les charger dans le camion. Donc, je crois qu'il y a besoin de retrouver ce sens du service en fait à l'autre, voilà, qui est écorné par le fait effectivement d'être focalisé, englué dans des chiffres en fait. Je dirais ça comme Ouais. ça. Donc, en gros, si je résume la manière dont toi, tu as compris et tu t'es approprié la notion de raison d'être, c'était aussi de pouvoir analyser les situations et le résultat d'un travail fini, selon des prismes, différents, quantitatifs d'un côté, mais aussi qualitatifs, quelque part, qui n'est Tout à fait. peut-être de base pas pris en compte, quoi. Oui, c'est ça. Et il ne Mmh. s'agissait pas du tout d'enlever les chiffres, hein. Mmh. Il s'agissait de les replacer à un endroit et de redonner du pouvoir d'action, qui ne soit pas dirigé exclusivement par des chiffres. Donc les chiffres, les indicateurs sont là pour aider, Mmh. mais ils ne sont pas là pour prendre le pouvoir sur la capacité de décision des personnes. Mmh. Et après, juste pour reparler de la raison d'être, ce que j'ai retrouvé après, c'est aussi, hem, il y a besoin dans une organisation pour que ça fonctionne, que les personnes ont des périmètres et des périmètres d'autorité qui soient très clairs. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire parce que je ne peux pas faire ça parce que c'est le périmètre d'une autre personne, donc je dois lui demander l'autorisation avant de faire quelque chose qui est dans son périmètre potentiellement. Et pour guider ça, il y a ce côté que j'ai trouvé ensuite dans ce type d'organisation qui est que la raison d'être globale, on va ensuite la décliner en raison d'être par périmètre de responsabilité dont on a besoin pour mettre en œuvre la raison d'être globale. Mmh. OK. Donc en gros, c'est si je comprends bien, c'est on questionne la raison d'être au niveau organisation et ensuite on va la décliner et l'adapter sous, le prisme des équipes ou des Exactement. projets, Ou des j'imagine? projets ou Ouais. des rôles ou des rôles qui se peuvent être tenus par une seule personne même. Mmh. À chaque OK. fois, il y a une raison d'être. Ouais. C'est quoi la raison d'être de mon périmètre de responsabilité? Mmh. À quoi je contribue? Et dans le sens que je disais juste avant, c'est-à-dire, je contribue à rendre un service, mais en interne, pour quelqu'un d'autre dans l'entrepôt. Mmh. C'est Voilà. hyper intéressant et là, c'est une 1re manière aussi de poser un cadre. On va parler d'autogestion parce que c'est une des notions qui te tient à cœur, mais je trouve que c'est quand même à cheval, sur les 2 finalement. C'est-à-dire, Bah, entre raison d'être et autogestion. ouais. Oui, 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 complètement, complètement. Bah, complètement, puis en plus, je parle dans le fait que
mettre du sens au travail et être guidé par la raison d'être versus être contrôlé, voire dirigé par des chiffres, c'est redonner de l'autonomie aux individus. Mmh. Alors est-ce que tu C'est peux ça rentrer dans c'est-à-dire le détail? Ouais. et ouais, si je peux imaginer ça, si à un moment, je pense que, pour satisfaire le client, je dois prendre une décision, qui va peut-être pas, satisfaire, le chiffre qu'on m'a demandé de faire, parce que je pense que c'est la bonne décision, je prends cette décision, donc c'est, voilà. Mmh. OK. Et donc du coup, l'autogestion dans une organisation comme, une usine comme toi, tu l'idée? Du coup, Mmh. c'est quoi le terme? Tu Alors, le terme autogestion, c'est, ouais, à chaque fois, bon, c'est important de nommer les choses. Ce que j'ai mis en place, moi, c'est pas de l'autogestion. Hem, je pense que l'autogestion est un idéal, c'est-à-dire un idéal où, je ne saurais pas comment définir cet idéal. Si, je dirais, des personnes sont autonomes et des collectifs sont autonomes, totalement autonomes. Maintenant, en fait, pour moi, il y a, je sais pas comment dire, hem, l'autogestion, c'est je m'autogère, mais ça veut dire quoi, je m'autogère, en ouais, fait? ouais, Je c'est sais une pas bonne qui question. s'autogère dans le monde aujourd'hui, même en dehors de l'entreprise, en fait, moi, je sais pas, il y a des moments où je m'autogère pas, il y a des moments où, je demande à quelqu'un de prendre le pouvoir, bon, c'est moi Mmh. qui le demande, donc à partir du moment où je le demande, enfin bon, bref, mais c'est quelque chose de très Ouais. complexe, en fait, Mmh. Mais du coup, toi, dans l'usine, oui, hem, concrètement, ce que j'ai ouais, fait. concrètement, comment ça Ouais, s'appliquait? ouais. Concrètement, moi, ce qui était un pour concrètement, ce qui était un ce qu'on a fait, en fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai impulsé, ce qu'on a travaillé collectivement, c'est, effectivement, travailler plutôt la notion de subsidiarité, c'est-à-dire mettre le pouvoir au plus proche du terrain. Hem Et c'est pas juste mettre le pouvoir au plus proche du terrain, parce que c'est bien de le mettre au plus proche du terrain. C'est comment est-ce que, en mettant le pouvoir au plus proche du terrain, un, on redonne du pouvoir aux personnes qui font le travail dans l'entrepôt, qui sont les magasiniers. Et 2, en leur donnant une capacité d'action plus large, on donne une capacité à l'organisation plus, agile, de réaction plus rapide face aux événements, en fait. Mmh. Par exemple, les magasiniers ont pu demander à avoir des renforts en intérim, quand ils avaient, besoin. Alors qu'avant, il fallait qu'ils aient l'approbation de leur manager. En faisant ça, ils se rendent compte que l'activité est plus forte que prévu. Au lieu de passer par un échelon de validation supplémentaire, voire même d'attendre que le manager décide, parce que parfois ils n'osaient même pas demander au manager, là, c'est eux qui prennent la décision. Donc l'organisation, elle est plus réactive. Mmh. Et donc c'est un double bénéfice parce que à la fois l'organisation est plus réactive et à la fois les magasiniers sont plus engagés dans le travail parce qu'ils ont un pouvoir d'action qui est supplémentaire. Voilà. Ça, c'est une question que j'avais pour toi parce qu'elle revient souvent dans, les discussions quand on parle de ces modèles de gouvernance-là, mais en fait, il y a plein de gens qui ont pas envie d'avoir ces responsabilités-là. Mmh. Est-ce que toi, tu as été confronté à des personnes qui, au départ peut-être, ou même dans la durée, hein, étaient dans cette posture de: «En fait, j'ai pas envie de prendre ce scope-là et ce type de décision-là»? Mmh. Oui et non. Hem, je crois que la chance que j'ai eue et c'est pour ça que je pense qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être adapté à chaque organisation. Il y a une culture chez Decathlon qui est de sortir de son périmètre, de fiche métier Mmh. établi au départ. Il y D'accord. a eu toujours chez Decathlon la culture de: «Je prends une mission en parallèle de mon métier». Donc il y a cette culture, en fait. Ouais, Je me il y a suis un appuyé sur cette terreau, culture. qui Je s'adapte quoi, Voilà, je ouais. suis allé, Mmh. 1, 2, voire j'en sais rien, 3 crans plus loin parce que pour nous, c'était pas juste une mission, c'était j'ai une vraie responsabilité et il y a eu même un transfert de responsabilité entre les managers et les magasiniers, par exemple. Maintenant, ce que je peux dire aussi, c'est que je crois que dans l'absolu, c'est énormément une histoire de confiance. Moi, je pense que tous les êtres humains ont besoin de contribuer, ont envie de prendre des décisions au fond d'eux-mêmes. Plus ils sont en confiance, plus ils vont le faire. Moins ils sont en confiance, moins ils vont le faire.
Donc ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait des personnes qui disaient non au départ et puis au fur et à mesure que l'organisation se développait de manière positive, j'ai vu des personnes franchir le pas et prendre des responsabilités en plus. Parce qu'ils savaient que s'ils faisaient des heures, ils n'allaient pas se faire taper dessus, que ce soit par leurs collègues ou que ce soit par leur manager. Ils voyaient que pour les autres, ça se passait bien. Enfin, il y a eu un effet d'engouement, quoi. Mmh. Voilà. J'avais reçu, il y a quelques années à mon micro, Marie Vaillant qui est la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Yemanja, et eux, c'est une entreprise, libérée depuis, le jour 1 et elle a dit cette phrase qui résonne toujours en moi, des années après et elle dit: «En fait, dans notre organisation libérée, on considère que chaque personne qui rejoint l'organisation a un don et que la seule manière de le l'aider à le déployer et le mettre au service de l'organisation, c'est de ne pas l'entraver, en gros. Mm. C'est de donner le cadre qui va permettre à la personne d'exploiter ses capacités, naturelles ou acquises et de pouvoir en faire profiter l'organisation et par conséquent de l'itérer au fur et à mesure du temps. Mm. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu décris. Oui, C'est de considérer que chaque personne est bonne et compétente et qu'en lui donnant le cadre, adapté, ben, ça va, grandir en fait, ça, au profit de l'organisation. oui. Et je suis peut-être parfois un peu critique vis-à-vis des démarches. Je ne connais pas du tout cette organisation dont tu parles et je pense qu'il y en a plein de différentes. Mais j'ai pu observer que, euh, comment dire, avec ces principes que je trouve très louables et je crois qu'ils sont réels, en fait. Toutes les personnes ont un don, toutes les personnes ont des talents, et cetera. Il peut y avoir, quelque chose de: «On va laisser les gens faire et ils vont, s'épanouir parce qu'ils vont trouver des choses à faire, parce qu'ils vont exploiter leurs talents», et cetera. Je suis assez convaincu, c'est mon côté organisateur ou parce que organisé, je ne le suis pas toujours, mais qu'il y a besoin que les choses soient, organisées. Voilà, tout le monde ne peut pas tout faire, tout le monde n'arrivera pas à tout faire et cetera. Ouais. Mais par contre, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, c'est à un moment quand on a les choses qui commencent à il y a des cercles vertueux et des cercles vicieux. Quand il y a un cercle vertueux qui se met en place, on se met à tenter des choses, à transmettre des responsabilités à un collaborateur ou une collaboratrice avec lequel, on aurait cru à la base qu'ils étaient pas capables de faire. Voilà, mais on tente et puis ça marche et puis on se rend compte qu'ils sont capables de faire qu'il y a des personnes qui sont capables de faire plus de choses que ce qu'on pensait à la base et là, il y a quelque chose de vertueux qui se met en œuvre. Mmh. Voilà. Mais je crois que ça se fait par l'expérience, en fait. Ouais. Ouais. Mmh. Et tu parlais de confiance, qui est une notion qui est cruciale dans ce type, de gouvernance. Mmh. Est-ce que tu aurais une définition, une manière de décrire ce qu'est la confiance? Parce que c'est quand même un grand mot un peu fourre-tout. Mmh. On l'entend dans toutes les boîtes. Oui, nous, la confiance est au cœur de nos relations, Mmh. interpersonnelles et cetera. Bon, fine, mais toi, qu'est-ce que tu entends réellement, heu, par ce mot-là dans le cadre d'une organisation? Je dirais qu'il y a différents degrés de confiance, en fait. Hem, donc quand effectivement, j'entends dans ce que tu dis, quand une entreprise dit, «Nous, on se fait confiance», bah, moi, j'imagine que c'est ni totalement faux, ni totalement vrai. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser au degré de confiance qu'il y a. Et ce que je trouve pareil que c'est une démarche d'amélioration continue, la confiance, en fait. C'est pas quelque chose, qui est on-off ou, qui est binaire ou, voilà, c'est quelque chose qui se travaille, en fait. Hem, ce que je pense, c'est que la confiance est conditionnée, par un certain nombre de choses. Hem, c'est intéressant, du coup, de s'intéresser à ces conditions. J'ai entendu récemment un sociologue qui disait: Je suis en confiance avec quelqu'un à partir du moment où le niveau où j'ai peu de doutes sur les je suis j'ai un niveau d'incertitude sur les comportements qu'il peut avoir qui est très faible. Je sais un peu comment la personne agit, réagit et cetera. Il y a Hem, une notion de temporalité dans la de relation quand même, qui joue, du coup. c'est-à-dire Ben, la quand tu connaissance de l'autre. ouais, la connaissance de l'autre, quand tu dis, que tu peux avoir confiance en quelqu'un dont tu sais potentiellement la manière de réagir, de penser et cetera, ça demande de construire la relation. Ça demande voilà, c'est ça, Ouais. exactement. Ça demande du temps. Mmh. Ça demande du temps et ça demande, en fait, dans les conditions, pour moi, c'est les conditions
le nombre de comment dire? Les conditions, pour qu'il y ait suffisamment de partage, en fait. Parce qu'à partir du moment moi, je pense quand même qu'à partir du moment où on connaît bien les personnes, c'est assez rare les personnes envers lesquelles on ne fait pas confiance. J'ai l'impression que la non-confiance part souvent de la méconnaissance de l'autre Mmh. ou de la méconnaissance de pourquoi il agit comme ça et cetera. Donc ça passe beaucoup par la compréhension. Mmh. Bon et la compréhension nécessite d'être sur un certain niveau de conversation, Ouais. un certain niveau intime. Mmh. Pas intime, intime, je dis pas que dans l'entreprise, il faut tout partager, c'est ce que je disais avant. Mais partager un peu quand même, les émotions qui me traversent, pourquoi j'ai agi comme ça, voilà, avoir, vraiment des espaces de discussion, de partage, d'échange. Mmh. Et donc pour moi, ça passe par les rituels de réunion qui sont essentiels, en fait. Je crois qu'en fait, des rituels de réunion qui permettent l'échange, le dialogue, le partage d'informations sur ce que je fais, sur ce que font les autres et cetera, ça crée la confiance. Parce qu'en plus, ça crée la connexion et si c'est une connexion sous une certaine forme de qualité de partage, elle va se perpétuer en dehors de la réunion. Je trouve que ce qu'on vit en réunion influe sur ce qu'on vit en dehors de la réunion. Bien sûr, ce qu'on vit en dehors de la réunion influe sur la réunion. Mais la réunion peut être un lieu vraiment, parce que c'est le lieu où on se réunit tous. Donc, si le rituel est bien travaillé, il a un fort impact, en fait. Donc les réunions donc voilà, les rituels. Et après, il y a un deuxième point pour moi je me suis dit, qui était très important aussi, c'est la structure de l'organisation. C'est-à-dire, dans une équipe de 50 personnes, on ne se connaît beaucoup moins bien que dans une petite équipe de 10 personnes. Donc en fait, je crois que, on a été dans une ère, du, massif, de l'économie d'échelle, alors des énormes hôpitaux, des énormes écoles, des énormes prisons, des énormes des tout gros pour faire des économies d'échelle. Aujourd'hui, je crois que ça fait partie, à mon avis, des raisons, c'est pas la seule, mais des raisons pour lesquelles les organisations sont en souffrance. C'est que, on ne crée pas les conditions en créant des grosses structures pour que les gens se connaissent et pour que les gens, s'apprécient en se connaissant et on ne crée pas les conditions de la confiance, C'est tu vois? Ah ouais, c'est Mmh, hyper pertinent. mmh, Mais justement, je trouve que questionner l'échelle d'une organisation, c'est hyper important. mmh. Et Alors après, ouais, j'étais directeur d'un entrepôt de 150 personnes. ouais. Alors mais en fait, moi je pense que un magasinier dans l'entrepôt, il vit dans son équipe, en fait. Mmh. Il alors ça questionne la couche identitaire. Mais sa première identité, c'est lui avec son équipe. Mmh. Après, il a potentiellement une deuxième identité qui est l'entrepôt. Il peut Ouais. quand même se sentir appartenir à un entrepôt. Il peut quand même se sentir appartenir à une entité Décathlon logistique, à une entité Mmh. Décathlon globale. Mais d'abord, et je pense que c'est ça qu'il faut entendre et respecter parce que c'est complètement humain, pour moi, c'est pareil. Moi, j'appartenais d'abord à mon entrepôt, ensuite à la logistique, ensuite à Decathlon. Mais moi, Ouais. pour moi, le plus important, c'était l'entrepôt, en fait. Est-ce que tu fais Mmh. une différence entre les termes communauté et collectif? J'aurais du mal à faire la différence. OK. Alors, je me suis déjà interrogé sur, l'entrepôt comme mini-société. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la conception du communautarisme, Mmh. tel que c'est parfois dit dans la société française, tout ça? Moi, je crois qu'en fait alors, je sais pas, je vais dire un truc, tu vas me dire si c'est peut-être pas ça, mais j'aurais tendance à dire que, heu c'est normal de sentir appartenir à une communauté. Ce qui est d'important, c'est que la communauté, elle soit ouverte sur les autres communautés. En gros, c'était normal qu'un magasinier, par exemple, se sente appartenir d'abord à une équipe, Mmh. mais c'est dans l'équipe, je suis un individu en lien avec les autres et après il y a une identité qui est l'équipe et l'équipe, je suis en lien avec d'autres équipes Ouais, et en ouais. fait, on L'inter-équipe. Ouais. l'inter-équipe et il y a aussi de l'interdépendance, hein. Donc c'est la qualité du Mmh. lien entre les personnes et entre les équipes, donc entre les communautés qui est Mmh. importante. Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, je te pose la question, j'ai Mmh. pas de réponse absolue, c'est juste une question sur laquelle je travaille en ce moment Mmh. et du coup, ça m'intéressait de savoir, c'est le stade de réflexion que j'ai actuellement sur ce sujet, c'est en fait, dans l'entreprise, une personne, qui a un poste donné, heu, pour se sentir engagée, il y a différents niveaux, heu, d'implication. Il y a forcément quelque chose tu parlais d'intime tout à l'heure, il y a forcément quelque chose de l'ordre de l'intime qui rentre dans l'entreprise et parfois, tu vas te sentir, très en phase avec une communauté d'intérêts qu'il y a dans ton entrepôt, dans ton organisation qui n'a rien à voir avec ton poste et c'est ça qui va faire qu'en fait, tu adores bosser pour cette boîte parce que,
il y a une communauté quelque part qui existe dans cet espace organisation qui te fait te mouvoir là-dedans. Et après, il y a les collectifs qui sont quelque chose de plus organisé dans un but peut-être plus productif, dans lequel tu t'insères. Et en fait, est-ce que tout ça, finalement, c'est pas 2 aspects d'une même question, mais avec un degré d'implication différent? C'est Mmh. une question, j'en sais rien, Ouais, si, mais complètement. En fait, d'ailleurs, tu peux faire partie de plusieurs collectifs, plusieurs communautés. ouais. Il y avait, des personnes dans l'entrepôt qui pouvaient, se sentir, avoir un gros fort sentiment d'appartenance par rapport à leur équipe et en même temps faire partie d'un groupe, sportifs, Ouais, voilà, c'est ça. je sais pas, fans de Mmh. ping-pong, dans l'entrepôt qui se retrouvaient pour faire du ping-pong ou il y en avait qui pouvaient se retrouver sur d'autres sujets d'intérêt. Donc oui, Mmh. complètement. Mmh. Ouais. Ce que je pourrais dire qui m'est venu aussi, c'est que en tant que directeur, j'ai voulu, à un moment, j'ai été traversé par le fait que les gens se sentent d'abord appartenir à l'entrepôt. Parce que j'étais directeur et je voulais ce côté un peu, je veux qu'on fasse qu'une seule équipe et cetera et en fait, après, j'ai complètement changé de point de vue parce que je crois que c'était lié à peut-être à cette manière de, je sais pas, de que je pouvais avoir d'aborder le pouvoir, Ça, c'est ouais. quelque chose que tu as beaucoup questionné et justement, ça m'intéresse. En préparant nos échanges, tu me parlais aussi de quand on a des postes à responsabilité ou de leadership dans ce type de gouvernance, de pouvoir faire un travail aussi sur son intention à soi. Mmh, Comment est-ce que toi, tu as adressé ta posture et ton périmètre dans l'organisation pour clarifier ton intention? mmh. Yes, en fait, ce que je crois, c'est dans l'organisation que j'ai mis en place, il y a quelque chose qu'on dit qui est la dissociation rôle-personne. Je ne suis pas mon job, donc j'énergétise un métier, un job, un rôle, mais je ne suis pas lui. Or, cette dissociation, elle est extrêmement difficile, Mais voire oui, impossible. mais ça, alors vraiment, j'en parle tout le temps sur le tilt parce que Mmh, vraiment, c'est une question qui me saoule. mmh, En fait, on nous demande sans cesse dans le monde de l'entreprise, classique, de différencier le soi personnel du soi professionnel. Sauf que la personne qui passe la porte le matin, bien évidemment, elle a laissé, sa vie, en tout cas la manière d'appréhender et de réfléchir à toutes les problématiques de sa vie sur le seuil, de l'entreprise, mais ça fait partie d'elle. oui, Et inversement, le soir quand tu passes la porte de l'entrepôt, bah, ce que tu as vécu dans la journée, c'est toi, quoi. oui. Hem, c'est une bonne question. Je ne sais pas si là, je pourrais dire en quoi cette distinction peut être utile. Hem, en tout cas, hem, je crois que la dose d'affectif qu'on met dans le travail est quand même vachement importante. Et là, dernièrement, je sais plus à qui je disais: «Ah mais en fait, le problème, c'est qu'on vient mettre notre pathos dans le travail. Ah, notre côté de ce qu'on souhaiterait régler à travers le travail, Mmh. réparer de blessures de nous-mêmes qui Ouais, peuvent je être mmh profondes et cetera» Mmh. et je crois que sur les postes à responsabilité, il y a peut-être encore plus ce truc-là, de vouloir résoudre, ou les postes exposés et cetera, de Ouais. vouloir résoudre Quelle, ses blessures. par exemple, quelle problématique toi peut-être par des exemples fictifs, Mmh. tu verrais comme, je sais pas, je suis à un poste à grande responsabilité et voilà ce qui se joue pour moi Ouais. là-dedans? Ce qui s'est joué pour moi, tu veux Ouais, dire? bah, soit pour toi, mais ça peut être aussi, Ouais. d'autres histoires que tu as pu, découvrir. Je trouve ça très intéressant. Oh, j'ai vu plein de choses, ce que je peux dire sur moi, moi, je dirais que c'est très paradoxal dans le fait, d'avoir voulu être sur des postes à responsabilité. Bon, il y a plein de raisons, j'en ai évoqué plein, le côté vouloir améliorer tout ça, mais ce qui s'est joué un peu pour moi personnellement, c'est je pense qu'il y avait un côté protection. C'est-à-dire, dans un poste de pouvoir, je suis protégé et c'est paradoxal parce que d'un Toi côté, ou moi, toi tu es je protégé suis toi ou tu protégé. protèges? Ah, les 2 Ouais, potentiellement. Parce OK. que, j'ai pu aussi avoir des côtés un peu sauveurs, et cetera, Mmh. voilà. Mais, je parlais de moi plutôt, ouais, je suis protégé. Je suis protégé parce que, bah, parce qu'en fait, voilà, si je reprends l'histoire de cette fameuse pyramide, je suis en haut de la pyramide, on peut moins me critiquer,
on peut pas me virer, mes collaborateurs et collaboratrices peuvent pas me virer. Je pense qu'il y a tout un truc de je suis protégé. C'est marrant parce que quand t'en parles, moi, j'aurais plutôt tendance à te dire: plus tu montes, plus tu es exposé. Et voilà, c'est pour ça que je dis que c'est paradoxal parce que Ouais. le revers de la médaille, c'est on est exposé. Mmh. Heu, Après il y a le côté, il y a le côté, il y a le côté très, vouloir être aimé, quoi. Mmh. Heu, Quand on est sur ces postes-là, il y a, comment dire? En étant exposé, donc là aussi, c'est très paradoxal parce qu'il y a tout un côté où quand ça marche, on va dire: «Ah, potentiellement, on va dire», enfin, des gens vont dire, heu: «Ouais, c'est grâce au directeur, à la Mmh. directrice, tout ça», donc ça vient vachement narcissiser. Bon, puis le revers de la médaille, c'est que quand ça va pas, on va dire: «C'est à cause d'eux». Ouais. Alors, moi, je dis toujours, si on a un poste de direction puis qu'on se plaint parce que les gens disent, «Si ça va pas, c'est à cause de toi», mais ouais, mais quand on dit que c'est grâce à toi quand ça va, ça te Ouais. fait plaisir. Tu sais, c'est la fameuse maxime dans le sport où quand tu soutiens une équipe, c'est: «On a gagné et ils ont perdu». Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Mmh. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, toi, tu lis aussi l'expérience professionnelle que tu as eue chez Decathlon au travail personnel que tu as pu faire à côté Mmh. et je trouve que c'est très, honnête Mmh. parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des postes de à responsabilité qui, qui potentiellement ne vont pas faire ce travail et donc pas forcément être en pleine conscience de ce qui se joue et pour eux et pour ce qu'ils insufflent dans l'organisation, en fait. Mmh. Comment toi comment tu as lié, en fait, ces 2 boulots, pro et perso que tu faisais à côté, pour toi? En fait, quand j'ai décidé de rester chez Decathlon ou quand j'ai commencé mon expérience de directeur, j'ai commencé une thérapie analytique, à côté. J'ai abordé plein de choses et j'ai essayé de comprendre, en fait, qu'est-ce qui faisait que parfois je pouvais être dans le mal-être. Moi, j'ai toujours eu un côté, assez anxieux, tout ça. J'ai essayé de comprendre et j'ai compris l'impact de mes parents, du système familial dans lequel j'avais été, de la manière dont l'autorité avait été exercée dans ma famille, que ce soit par mon père ou par ma mère. Hem, voilà, et j'ai, fait des transpositions, en fait, Mmh. entre ça, toute cette question d'autorité, en fait, finalement, que j'ai questionnée. C'est quoi la juste autorité? Mmh. Hem, je suis passé par des phases, un peu anti-autorité, bon, j'ai un côté un peu rebelle, donc ça me de temps en temps, c'est revenu. Puis après, bien sûr, je me suis questionné là-dessus. Je me suis dit: «Mais non, en fait, l'autorité, c'est vertueux aussi», tout ça. Et donc j'ai essayé de trouver, je trouve que l'histoire de la je sais que la psychologie analytique est, pas très en vogue actuellement, et moi j'adore parce que je trouve que vraiment il y a cet objet d'aller creuser le sens des choses, le sens des mots. Il y a un aspect un peu philosophique derrière ça, et du coup d'aller trouver la justesse des choses. Et je crois que c'est vraiment ce qui m'a intéressé dans mon parcours, c'est trouver la position juste. Alors je suis loin de l'avoir trouvé, mais c'était une réflexion. Et donc sur l'autorité, transposée à l'organisation, heu, ça a été l'objet de mettre en place un système. Et là, je dis que c'est là où j'ai mis potentiellement une part de mon pathos, mais et alors d'ailleurs, c'est pas que négatif. Attention, c'est juste être vigilant à ça. J'ai été vi Je pense que je l'ai été, mais aussi une part de ma motivation de Mmh. vouloir mettre en place quelque chose avec une autorité vertueuse, positive, qui est juste, en fait, qui est au bon Mmh. endroit. Quand je dis juste, c'est pas forcément une question de justice, c'est Oui, oui, une je comprends. autorité qui se situe au bon endroit. Mmh. Mmh. Est-ce que donc du coup, si j'ai bien compris, tu me dis, si c'est ça ou pas, mais Decathlon t'a demandé de dupliquer le modèle à plus grande échelle. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont observé justement dans ce fonctionnement-là et qu'est-ce qui fait selon toi qu'ils t'ont demandé de le dupliquer, ailleurs? Alors, on a mis en place des réunions du type inspirées de holacratie, sociocratie, avec, point sur les indicateurs, point sur les projets en cours, tensions, processus de résolution des tensions, réunion de gouvernance avec, de la décision intégrative au consentement, tout ça. Et je faisais venir, en fait, des collègues, parce que j'étais passionné par ça, des collègues directeurs, directrices, puis je voulais montrer ce que je faisais dans l'entrepôt.
et je leur ai fait expérimenter ces processus, en fait. Bon, j'étais curieusement intéressé et en même temps, je crois qu'il y avait il y a beaucoup de compétition aussi interne entre Ouais. directeurs, directrices, chez Decat, donc je pense que mes collègues devaient dire: «Bon, OK, son truc, mais enfin bon, on va voir ce que ça donne et cetera, quoi». Et en fait, ça faisait quelques années où on pointait du doigt, le niveau de productivité de l'entrepôt. En disant finalement tout ce truc qu'il fait JB, c'est vrai que s'il y a des trucs potentiellement c'est intéressant, mais bon sa prod elle est mauvaise quoi. Voilà, si je parle en langage, logistique des 4. Moi je disais: «Non mais la prod, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. On a un problème de place dans l'entrepôt, du coup on doit bouger des colis sans arrêt. Vous verrez» ce qu'on avait un projet de mezzanine, quand on aura mis la mezzanine en place, qu'on bougera moins les colis, vous verrez la productivité elle va gaper. Il reste des indicateurs s'améliorer, c'est-à-dire, là, un indicateur qui est très regardé chez Decat, qui est le bien-être des collaborateurs, une enquête de satisfaction tous les ans qui grimpait. Les magasins étaient satisfaits du service, on avait des bons délais de livraison, donc vraiment, il y avait que la prod. Là, on met en place la mezzanine et bon, j'avais pas fait un calcul mathématique, mais je me disais: «Bon, j'espère quand même que je me suis pas trompé». On met en place la mezzanine et là, bon, ça met 1 ou 2 mois pour, qu'on trouve les marques avec la mezzanine, puis à partir du moment où on a trouvé les marques, la productivité, elle gap. Vraiment, elle gap et on se retrouve dans le top 3 des entrepôts en France de productivité. Et là, je dis à mon manager, je lui dis: «Regarde», je lui dis: «Maintenant», parce que je sais que de toute façon, ça fonctionne aux indicateurs. Moi, je savais qu'il y avait des choses qui s'étaient améliorées, j'avais observé sur le terrain, j'avais pas besoin de regarder les chiffres, mais je lui dis: «Regarde, là, les délais sont bons, les magasins sont satisfaits, les accidents de travail, ça fait 5 ans qu'ils font que baisser. La, le la qualité est bonne, et maintenant la productivité est bonne». Je lui dis: «C'est que le système s'est amélioré». Je lui dis: «C'est ça que j'ai cherché à qu'on a cherché à faire, que j'ai cherché à faire avec les équipes, c'est améliorer l'ensemble du système». Donc je lui dis: «Ça marche». Mmh. Il me dit: «Non, mais c'est vrai, tu as raison, ça marche», Moi, puis j'avais plus de questions, il est intéressé par ça aussi. J'avais plus de questions du tout des syndicats dans l'entrepôt, plus de questions délégués du perso enfin, plus de questions CSE, délégués du personnel, tout ça, ça se passait hyper bien et il m'a dit, «Bon», je lui dis: «Bah, si tu veux, je peux faire ça à plein temps». Il m'a dit: «Bah, OK, c'est parti, vas-y, on fait ça partout et tout». OK! Voilà. C'est trop intéressant parce qu'en fait, tu as misé d'abord sur les fameux, KPI quali dont on parlait, au départ Mmh, et en fait, la cerise sur le gâteau, c'était de pouvoir, mettre en place des nouvelles choses qui allaient impacter le KPI quanti mmh. tant recherché. Mais en fait, tu t'es bien rendu compte que sans ce socle quali, le quanti aurait pas fonctionné à ce point. Ou Oui, alors, en tout cas, bah c'est une histoire de système, Bah, quoi. c'est une histoire que en Ouais. fait, je sais pas comment dire, c'est comme si en fait, on marchait avec une béquille et puis on avait amélioré tout le reste du corps, mais il reste la béquille. Donc en fait, à un moment, on est limité par la béquille. Donc, la Mmh. béquille, nous, c'était la place. Donc à partir du moment où on a résolu le problème de place, bah, vu que tout le reste du système s'était amélioré, finalement, on avait déjà amélioré la productivité, sauf qu'il y avait Mmh. toujours la béquille. Bah, à partir du moment où on a enlevé la béquille, ça a marché. Enfin, Génial. ça marchait déjà, mais c'est-à-dire le niveau de l'indicateur a Mmh. grimpé. Ouais, OK. Avec la contrainte de place, on avait de très bonnes performances, mais en fait, Mmh. ça n'est vu qu'il y a toujours ces comparaisons, ça c'est pareil, c'est des choses, en fait, dans l'entreprise, pour analyser les performances, il y a toujours ce truc de comparer. Comparer, comparer, mais en fait, on comparait des choux et des carottes. Donc voilà, donc bon, bref. Mais je Mmh. voudrais revenir sur Ouais, quelque chose que attends. tu as dit, tu as lâché un terme qui est hyper intéressant, là, dans ta description de ce qui s'est passé. Hem, Tu disais, en fait, on a changé le mode de prise de décision. Mmh. Est-ce que ça, tu peux nous en parler? Parce que je pense que c'est nébuleux pour, les gens Oui. de finalement, comment est-ce qu'on prend des décisions aujourd'hui et Mmh. comment est-ce qu'on peut questionner ça? Mmh. Hem, En fait, il y a plusieurs niveaux de décision. Il y a, la décision que je prends, en fait, ça n'existe quasiment jamais. J'allais dire la décision que je prends seul. Je me fais toujours conseiller avant de prendre une décision, ou j'écoute des choses ou bon, mais enfin bref. Il y a sur le papier, je décide seul. Il y a sur le papier, je me fais conseiller avant de décider. On fait une consultation, ce qu'on appelle faire une consultation. Donc après, il y a la question de comment partager le pouvoir sur une décision. Je me suis beaucoup intéressé à ça parce que c'est là en plus, je suis un peu intéressé par tout ce qui est politique dans un certain sens, en tout cas les systèmes politiques. Et du coup, c'est la vraie question démocratique, en fait.
le pouvoir sur la décision, puisque la décision, c'est ce qui fait changer les choses, en fait. C'est là où se cristallise le pouvoir. Ce que je me suis aperçu, c'est que quand on dit vraiment: «On va co-construire la décision», parfois on dit: «On va co-construire», alors qu'on co-construit pas du tout, on fait de la consultation. Et quand on dit vraiment: «On va avoir un pouvoir égalitaire sur, la prise de décision», ce qui se passe souvent, c'est qu'on vote à la majorité. Et je me suis aperçu que le vote à la majorité, à la fois, c'est pas, toujours, un processus qui permet l'intelligence collective, et deuxièmement, j'ai essayé de tout voir sous le prisme de qu'est-ce qui est coopératif, qu'est-ce qui met les gens en lien dans un esprit de coopération et donc qui ne met pas les gens dans un esprit de compétition. Mmh. Et le vote à la majorité met dans un esprit de compétition parce qu'il va y avoir au final des gagnants et des perdants. Mmh. Et en étant dans cette réflexion-là, je suis tombé un jour sur ce qui est la décision au consentement, qui est on ne prend une décision qu'à partir du moment où il n'y a plus d'objection raisonnable à la décision. Qu'est-ce qui définit un caractère raisonnable? C'est un risque argumenté qui est que si on décide ça, on a tel risque, il doit être argumenté avec des éléments factuels. Mmh. OK. Et alors, encore une fois, quand on s'est rencontrés et qu'on a discuté, tu as donné un exemple que je dois t'avouer, je donne à tout le monde depuis un mois, qui est l'exemple sur la décision de l'horaire d'ouverture de l'usine. Oui. Est-ce que tu peux nous le partager parce qu'il est, très parlant? Mmh. Oui, ce que je peux peut-être juste mettre dans le champ avant, c'est Mmh. ce qui a d'important, c'est ensuite dans toute l'organisation. Il y a à penser toute l'organisation de la prise de décision. Quand, j'ai commencé à évoquer, il évoquait parfois entreprise libérée, entreprise opale, gouvernance partagée, tout ça. Il y a tout de suite une espèce d'image qui est, et je pense que c'est vécu dans des organisations, qui est le truc, consensuel, tout le monde exactement le même Mmh. pouvoir, on décide de tout tous ensemble, et cetera. Ça peut pas, enfin, je pense pas que ça puisse fonctionner comme ça, sauf dans un tout petit collectif, et encore. Donc il y a d'abord à penser qu'est-ce qu'on va décider ensemble et comment est-ce qu'on va répartir le pouvoir de décision? Voilà. À partir du moment, nous, on s'est posé ces questions-là et on s'est dit à un moment: «Si on bouge les horaires d'ouverture et de fermeture de l'entrepôt, étant donné que ça a un impact sur l'ensemble des collaborateurs, on va pas prendre la décision à 150 parce qu'on va pas s'en sortir, mais il y a le premier cercle de l'entrepôt où il y a des représentants des équipes élus par un processus, pas à la majorité, qui est aussi à zéro objection, qui sont dans le cercle, donc il y a quand même une certaine forme de représentation. Et ben, on va décider ici, à zéro objection, si on doit, bouger les horaires de l'entrepôt. Donc tout le monde peut faire la proposition. Mmh. Tout le monde peut proposer, y compris moi, heu, mais la décision n'est prise, qu'à zéro objection. OK. Et donc là, par exemple, sur une décision comme celle-ci, qui est quand même importante parce que ça impacte toute la chaîne de ce qui va se passer dans l'entrepôt dans la journée, combien de temps ça prend, par exemple? En fait, ça peut être très variable, Ouais. s'il y a pas d'objection, ça peut être très rapide. OK. S'il y a beaucoup d'objections, ça peut être, plus long. Mmh. Ça dépend aussi du niveau de maturité des personnes par rapport au processus de décision. Plus les personnes sont, bah, quand je dis maturité, d'habitude en fait, de formation, enfin, plus les personnes plus on a l'habitude de pratiquer, plus on est rapide en fait. Voilà, donc ça demande aussi, certaine expérience. Hem, voilà, c'est pour ça qu'en fait, c'est important de se dire: «Passons du temps à décider collectivement parce que collectivement, on va être plus intelligent sur telle et telle décision, parce qu'on a estimé que telle et telle décision sont importantes pour l'organisation». Hem, voilà, parce que si on commence à passer du temps sur des décisions pas très importantes où voilà, on va perdre en efficacité, quoi. Il y a toute la question de l'efficacité derrière. Mmh. Mais en fait, dans le modèle qu'on a déployé, que j'ai déployé dans l'entrepôt, donc le modèle un peu holacratie, sociocratie, il y a quelques décisions qu'on prenait collectivement sur des règles collectives comme les horaires d'ouverture et de fermeture. Après, l'essentiel des décisions prises collectivement, c'est ensemble, nous décidons de comment nous allons répartir le pouvoir de décision. C'est ça qui est un Ouais, peu, ouais, c'est ça qui ça est complexe. Ouais, ouais. c'est ça qui est complexe, c'est-à-dire Mmh. ensemble, on décide de comment, On va décider. dans quel périmètre on va
distribuer le pouvoir de décision, en fait. Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant et en plus, surtout, je trouve que ça amène des personnes sur des niveaux de responsabilité qui, en fait, n'auraient pas forcément eu à se charger de ça Mmh, dans d'autres types de gouvernance. tout à fait, C'est hyper, et c'est ça qui est hyper intéressant c'est aussi. ça. Mmh. Ça et ça remet vachement de capacités qui pour moi est le point en fait, je crois que ce que je me suis dit à un moment, c'est: «Pour résoudre des problèmes récurrents, il est nécessaire de faire bouger le système», d'être dans une réorganisation du système. Hem C'est un peu l'exemple que je trouve qu'il peut y avoir sur les accidents d'avion. Alors eux, c'est même pas un pro des problèmes récurrents, c'est à partir du Ouais, moment où il y a attends, un parce que je suis pardon. une phobique de Ouais. l'avion. Ne m'envoie pas des stats terribles parce que je pourrais plus jamais le prendre. Bah, justement, c'est ça qui est rassurant, c'est enfin rassurant ou pas, OK, parce qu'il y a toujours quelques alors accidents, dis-moi. mais quand il y a un accident d'avion, heu, ils font une enquête très, très approfondie sur ce qui s'est passé et en général, ils vont pas identifier une cause, ils vont en identifier 5, 6. Et en agissant sur les 5, 6 paramètres, ils vont agir sur le système, en fait. Ils vont faire évoluer le système et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de sécurité dans les avions et notamment et en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça, je l'ai lu d'un livre d'un sociologue qui s'appelle Christian Morel, qui a écrit sur les décisions absurdes dans les organisations. Ouais, c'est super intéressant et ce qu'il dit, ils se sont une des raisons qui entraînent les accidents, c'est les biais cognitifs, d'une personne, en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont établi, des périmètres de pouvoir contre pouvoir entre pilote et copilote. C'est-à-dire qu'en fait, le copilote peut désavouer le pilote sur certaines manœuvres de manière totalement, autoritaire, genre, voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'en fait, c'est une question très, parfois on est ramené à des choses très, je sais pas comment dire. Des aspirations très humaines, et Mmh. cetera, dans ce genre de démarche et Ouais. moi j'en ai eu, je pense, ça a été aussi vraiment une question de valeur et en même temps, c'est aussi une question d'amélioration en fait, très, Ouais. très concrète des choses quoi, Mmh. En fait, tu vois, je c'est trouve lié. que enfin, tu vois, si on pousse le curseur de ce truc-là, Mmh. on arrive, aussi à est-ce que, finalement, il y a pas des robots qui peuvent avoir, une manière d'analyser les choses beaucoup plus, froide que nous? Tu vois? Enfin, tout ça, c'est un autre débat et Mmh. enfin, en tout cas, moi, j'ai plutôt une vision humaniste de ces sujets-là, Mmh. mais on fera un épisode dessus pour questionner ça, mais je trouve que, questionner le poids qu'ont l'humanité et l'individualité, dans des décisions impactantes, bah, c'est touchy, quoi. Ouais, alors ça, c'est un sujet que je connais assez peu, tout ce qui est intelligence artificielle et tout, pourtant qui me questionne vraiment beaucoup. Ce que je peux juste te dire, c'est que je sais plus où est-ce que j'ai déjà entendu qu'il y avait une remise en question de sur tout ce qui est automatisation justement dans les avions. Parce qu'en fait, dans une situation, où, il y a besoin de sortir de l'habitude, de tout ce qui a été mis dans la machine, et cetera, parce que c'est une situation singulière, Mmh. les pilotes ont tellement l'habitude de laisser la machine faire qu'ils savent plus réagir, en fait. Donc ouais, bon et puis après effectivement, moi je suis d'accord que ça pose quand même énormément de questions éthiques et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, toute l'automatisation, toute l'intelligence artificielle, ça nous amène beaucoup de bien-être. Mais là Mmh. là, Ouais. c'est une question et elle est imbriquée quand même, ouais. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question que je t'ai pas posée sur, ton expérience et tes réflexions sur ces sujets de gouvernance que tu aurais aimé qu'on aborde, aujourd'hui? Heu, non, je crois pas. OK. J'ai Alors l'impression qu'on a fait le tour. ouais, c'est pas mal. Ouais, mais ça fait Hem, longtemps, non? ouais, Ça fait combien on de temps? arrive, on est presque à 1h05. Ah OK. Ça va, ça va. Du coup, Jean-Baptiste, on arrive à la fin de notre discussion. J'ai 2 dernières questions pour toi. Mmh. La première, c'est si tu devais, résumer en quelques mots-clés ou en quelques phrases, à quoi ressemblerait un monde du travail tenable et vertueux pour toi, ce serait quoi? Je crois que c'est un monde du travail, en fait, je relie un peu à ce que je disais à la fin, hein, qui est dans une capacité, réflexive, en fait,
de réorganisation, oui, c'est le terme un peu à la mode, d'agilité, mais d'agilité dans un double sens, c'est-à-dire, un sens qui prend en considération les besoins collectifs, donc le besoin d'efficacité de toute organisation et qui à la fois, prend en considération le besoin des personnes, pour qu'elles, puissent trouver un espace d'épanouissement et cetera et je pense qu'en fait, il y a pas de solution parfaite. Il y a quelques éléments quand même, donc dans ce que je disais heu, détailoriser le travail, réorganiser différemment, être, impliqué par le sens et non pas, dirigé pas exclusivement par des chiffres ou dirigé par des chiffres. La question de la relation à l'autre, ça, bien sûr, de toute façon, ce sont des sujets à travailler, mais à partir de ces sujets-là, c'est que les individus dans l'organisation, soient dans une recherche d'ajustement, une capacité à pouvoir faire cet ajustement. Tu connais la notion de perma-entreprise ou pas? J'en ai entendu parler. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu décris, enfin, c'est quelque chose que je connais pas très bien, mais en tout cas, j'ai pu avoir des échanges avec des personnes qui ont creusé ça et c'est s'inspirer, en fait, des principes du vivant Mmh. et l'appliquer à l'organisation. Je Mmh. trouve que c'est très intéressant. J'ai entendu une fois une personne faire un parallèle avec la permaculture en disant: «Finalement, on est obsédé par le résultat, donc ça va être le fruit qui sort, le légume et cetera et on fait pas attention à la terre et en fait, c'est en s'intéressant à la terre qu'on aura les bons fruits et les bons légumes». Bon et en même temps, d'un côté, en ne s'intéressant pas à la terre ou en s'y intéressant de manière très technologique, technique, chimique et cetera, on met plein d'engrais, de pesticides et cetera et ça fait quand même pousser des fruits et des légumes. Donc on peut quand même faire pousser des trucs avec potentiellement une mauvaise terre, ce qui est aussi à prendre en compte, en fait. Il y a des entreprises qui arrivent à performer, en n'entretenant pas du tout le terreau. Mmh. Donc il y a quand même une question À d'éthique quel prix? derrière. À quel prix? Et c'est pour C'est ça un qu'il peu y a quand ça la même une question, question ouais. d'éthique, ouais. Mmh. OK. Mmh. Et du coup, on en vient à ma dernière question. C'est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais, constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs qui te conseilleraient tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Auteur, sociologue, Ouais, qui OK. tu veux, ouais. Ah Des OK. des des, ou ça peut même être des images, hein. Mmh. Alors j'ai des noms en tête et en même temps, j'ai un truc qui me vient là, c'est que j'aurais envie de mettre justement des personnes, entre guillemets «anonymes» quoi. Mmh. Des personnes du terrain en Ouais, fait. carrément. Je crois que c'est ce que j'ai apprécié vraiment dans mon expérience de directeur entrepôt, c'est que j'étais au quotidien en train de discuter avec, des personnes, qui sont dans le travail réel en fait. Mmh. Et j'étais connecté au travail réel, j'y participais aussi de temps en temps et je crois que c'est ce qui m'a permis de pas perdre de vue, voilà, les personnes qui sont utiles vraiment, j'entendais récemment quelqu'un dire, «Ouais, de toute façon, je suis jamais interviewé chez France Télé parce qu'il y a que des docteurs et des sociologues et des» bon et c'est vrai d'un côté et pour autant, je trouve qu'ils sont super utiles les sociologues, les chercheurs, voilà et après dans les sociologues, dans les sources d'inspiration que j'ai eues, moi, j'adore l'anthropologue, mais il est décédé, David Graeber. Je trouve qu'il est vraiment très, très intéressant. Hem et après, j'apprécie beaucoup aussi, j'ai beaucoup apprécié entendre quelqu'un comme Edgar Morin et dernièrement, sur le monde du travail, j'ai écouté beaucoup, enfin, j'ai écouté plusieurs interviews de Sophie Brown, qui est, psychanalyste et qui a été aussi, manager dans le monde du travail, donc elle connaît bien le monde du travail et voilà, j'ai trouvé hyper pertinente elle parlait un peu du monde du travail, mais elle parlait aussi de la société, du repli sur soi, tout ça. Donc OK. j'aurais aussi ravi d'échanger avec elle. Trop Mmh. intéressant, super, très beau board. Je vais aller creuser, il y a 2 noms que je connais pas, je vais aller creuser ça. Jean-Baptiste, un grand merci pour cette discussion passionnante. C'était, trop chouette de te recevoir à mon micro et je te dis à bientôt. Bah, merci à toi, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Jean-Baptiste. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre ce qu'est l'holacratie et l'autogestion, mais aussi d'avoir un exemple concret de comment la remise en question personnelle peut être bénéfique au déploiement de ses équipes et d'une entreprise. Et comme vous êtes encore là,
À m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast et Spotify. Mettez 5 étoiles et un commentaire, c'est toujours très sympa et c'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt!